dans l'Anaudière. De Terrebonne en passant par Saint-Calixte. Vous écoutez CFNJ 99.1, 88.9. On va retrouver tout de suite le collègue André Giroux. T'as passé une belle longue fin de semaine, André? Oui, et j'ai déjà planifié ma pause de pneus d'hiver. Ouais, ça c'est vrai, ça s'en vient. Hein, un gars responsable, André. Oui. Toujours. 1er novembre. On parle ce matin élection municipale et on va jaser avec le maire sortant de Saint-Jean-de-Matha. Il a choisi de ne pas se représenter après un seul mandat, Martin Rondeau. Exactement. Il avait pris sa décision il y a déjà quelques semaines. Il en avait fait part, aux médias. Monsieur Rondeau, bonjour, bon matin, merci d'être avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Monsieur Rondeau, dans les notes que j'ai fait un petit peu de recherche sur vous en fin de semaine. Vous semblez un petit peu mélancolique du Saint-Jean-de-Matha que vous avez connu au cours de votre jeunesse avec la rue principale là, qui s'animait, magasin général, etc. Et là, aujourd'hui, Saint-Jean-de-Matha, évidemment, ça a évolué comme toutes les autres villes et municipalités. Est-ce que vous êtes content, satisfait de ce que vous voyez actuellement? En fait, je pense que c'est une priorité de tous les maires qui administrent un petit village comme le nôtre, dynamiser le noyau villageois, ramener l'activité au centre du village. Puis souvent, ces villages-là sont le secteur patrimonial de nos villages, nos belles vieilles maisons, tout ça. Donc, moi, je dirais que depuis 4 ans, effectivement, je suis content de voir ce qui est en train de se passer. On a acheté le presbytère dans le centre du village. Il va y avoir une nouvelle petite clinique qui va s'installer, les activités qui commencent à s'installer dans le centre du village. Donc ça, c'est de bonne augure. Il y a des raisons pour lesquelles vous quittez après seulement un mandat. Il y a certaines choses, certaines recommandations que vous faites, notamment concernant la rémunération des élus. En fait, ce sont les conseillers qui, après l'élection, choisissent le salaire que le maire va toucher. Et vous êtes convaincu que c'est le gouvernement qui devrait faire ça selon la taille de la municipalité et le budget que vous avez à gérer. En fait, c'est quelques recommandations que je faisais, mais je dois dire en passant que je ne quitte pas, c'est que je ne sollicite pas de nouveaux mandats parce que, en fait, je suis très heureux du mandat qu'on vient de réaliser. J'étais vraiment avec une belle équipe. L'équipe de la municipalité, les employés, c'était extraordinaire. C'est plus que j'ai l'impression d'avoir fait le tour du jardin, puis j'aimerais vivre une autre expérience. Là, je suis pas prêt à accrocher des patins. Pour ce qui est de la rémunération des élus, en fait, je suggère peut-être dans la réforme municipale qui pourrait s'amorcer. C'est ce que demandait la FQM demande ça d'ailleurs au gouvernement, qu'il y ait une grille qui soit établie pour suggérer aux municipalités des rémunérations plus réalistes. Parce que, effectivement, si vous avez un conseil qui est élu puis qui est divisé, ça pourrait être laissé au bon vouloir de conseillers qui s'entendent pas, puis on pourrait avoir des rémunérations qui sont pas réalistes. Alors que s'il y avait une grille qui pouvait aider avec des éléments tels que la population... On pourrait y aller, par exemple, Martin Rondeau, par tranche de population, c'est-à-dire les municipalités de 5 000 et moins, les 5 000 à 20 000, par exemple, ou les 20 000 jusqu'à 50 000. Oui, voilà. Puis peut-être aussi considérer le budget à gérer, parce que faut se le dire, un maire d'une municipalité, parfois, c'est quasiment un PDG d'une compagnie, là. Mm-hmm. Et vous critiquez également, pas critiquer, mais vous suggérez les délais concernant les travaux. Vous dites que lorsqu'on a des travaux à faire et qu'on doit aller en soumission, les délais sont trop courts et ça prive la ville ou la municipalité de plusieurs soumissionnaires qui pourraient être intéressés à ces travaux-là. Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que la pénurie d'employés qu'on vit, les soumissionnaires le vivent aussi. Hein? Fait que ça veut dire que quand on fait des appels d'offres, souvent, il n'y a pas de soumissionnaires autant qu'on voudrait au rendez-vous parce que eux-mêmes ont des carnets de chantier, des calendriers chargés. Et le problème est que quand le gouvernement sort les programmes, des fois, on reçoit la lettre du ministre en plein milieu de juillet qui nous autorise la subvention. Là, on fait l'appel d'offres, il y a un délai d'1 mois, puis finalement, ça va aller au 1er septembre. Et quand c'est des infrastructures qui nécessitent de l'asphalte, à ce moment-là, ça veut dire que plus tard, le 1er novembre,
il faut que les travaux soient terminés. Alors, les soumissionnaires, souvent, c'est trop serré, donc ils vont même calculer la pénalité de 15% que les contrats leur permettent pour être sûr que si jamais ils dépassent ou ils n'arrivent pas à finaliser les travaux dans le temps, que ça soit compensé. Alors, ça coûte plus cher au gouvernement. Puis on sait que c'est pas réaliste parce qu'en peu de temps comme ça, alors que l'échéancier normalement, le 31 décembre, pour faire une reddition de compte. Alors, il faudrait peut-être reporter ça au printemps suivant, donner un délai un peu plus. Parce que les municipalités qui ont reçu des subventions l'année passée et qui n'ont pas pu les utiliser parce qu'il n'y a pas eu de soumissionnaire ou les délais n'étaient pas réalistes. Le délai était trop court et faut rappeler aussi que les soumissionnaires se retrouvent non seulement à soumissionner sur une municipalité, mais sur plusieurs autres municipalités. Oui. Donc, ça devient compliqué là, à gérer. Oui. Tout à fait. Puis là, à un moment donné, c'est sûr que dans l'ensemble, vous allez prendre celui qui est le plus intéressant. Donc, il y a des petites municipalités qui ont eu des difficultés à avoir des services, même au niveau du déneigement. L'année passée, il y a des municipalités qui n'ont pas réussi à avoir de soumissionnaires. Et je vais vous avouer que c'est pas rare, par exemple, on fait un appel d'offres, qu'on a un seul soumissionnaire. Donc, et on nous dit toujours que l'idéal, c'est ça d'en avoir plusieurs pour avoir le meilleur d'entre tous. Mais quand on a un seul, c'est lui que tu dois prendre là. Est-ce qu'on doit obligatoirement choisir le plus bas soumissionnaire à ce moment-là? Ben, en fait, il y a toute une procédure qui existe pour pouvoir qualifier le soumissionnaire, c'est-à-dire qu'on peut y attribuer des points pour des éléments, mettons par exemple, est-ce que c'est local, si on a une politique pour d'achat local, est-ce que on va avoir tel genre de qualité. Et par la suite, une fois qu'on a qualifié là les critères selon nos critères, là, on a une deuxième enveloppe qui va être le prix. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme à notre politique et à nos critères. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un point important que je voudrais aborder aussi. Vous demandez de la formation parce que c'est de plus en plus compliqué là au niveau environnement ou dans les autres secteurs pour un maire de gérer des choses dans sa ville ou dans sa municipalité. Il y a des connaissances que vous devez acquérir justement pour faire votre travail. Oui, ben il faut comprendre que d'abord, premièrement, le gouvernement nous demande d'alléger beaucoup la machine municipale parce que de 4 ans à 4 ans, c'est les gens qui se ramassent conseillers ou maires sont pas toujours des gens qui ont une formation pointue sur tous les sujets, hein, la fiscalité, les infrastructures, l'urbanisme. Donc, c'est sûr que d'avoir des formations, c'est utile. Puis aussi pour nos employés. Parce qu'il faut pas oublier que la pénurie d'employés, on la vit aussi. Donc, ça peut arriver un bon matin qu'un maire arrive à son bureau puis son poste de directeur est vacant parce que il y a eu du maraudage, il a été sollicité par un autre ville ou par une entreprise. Ouais. Donc, ça aussi, c'est stressant un peu, là, tu sais. Fait que s'il y avait de la formation en secteur, pour former des gens qui sont de notre région, qu'on ne devienne pas des pouponnières, en fait, des municipalités qui forment des spécialistes qui vont s'en retourner dans un secteur urbain par la suite. Et puis en terminant, Martin Rondeau, qu'est-ce que vous souhaitez à la personne qui va vous succéder à l'Hôtel de Ville? Ben d'abord, premièrement, je me permets comme citoyen de vous dire que, parce qu'on a le droit d'avoir des opinions, qu'il y a une équipe actuellement qui est extraordinaire, l'équipe Sylvain Roberge qui se présente, qui, en fait, je vous dirais que c'est ça qui fait que je pars un petit peu plus en paix. Sinon, j'aurais peut-être mis ma décision en cause parce que j'aurais pas été heureux de partir en doutant de la continuité des projets. Mais Sylvain, c'est un conseiller qui travaille avec notre équipe, Sylvain Roberge, et qui est vraiment efficace, qui s'est monté une équipe de 6 personnes vraiment efficaces. Et c'est sûr que mon souhait, c'est que le 7 novembre, la municipalité choisisse son équipe pour qu'il y ait une continuité, que les projets, parce qu'ils les connaissent bien, les projets, il y a 3 conseillers de l'ancienne équipe dans cette nouvelle équipe-là. Donc, pour moi, c'est ça que je souhaite, c'est que la continuité se fasse bien et ils peuvent compter sur moi. Je serai toujours disponible s'il y a des choses que je peux faire pour mon village. Je me dis, comme je dis souvent, j'ai Saint-Jean-de-Matha de tatouer sur le cœur et ça ne changera pas demain matin. Martin Rondeau, oui. Monsieur Rondeau, il nous reste à vous remercier, vous souhaiter bonne chance et on est certain qu'on va vous retrouver à un moment donné là, impliqué, peut-être pas directement en politique municipale, mais ailleurs dans la municipalité. Là. Assurément, vous pouvez compter sur moi, je serai toujours disponible et fier de le faire. Merci pour l'invitation. Martin Rondeau, maire sortant de Saint-Jean-de-Matha. André, on va se reparler demain matin?
Exactement, oui. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Bye, André. Et à tous les auditeurs. François Morin sera là dans les prochaines minutes pour nous présenter l'actualité sur la scène régionale. La musique d'Indochine à CFNJ 80.